L'heure est venue de lui donner un nom, donc le sondage est juste en haut là, vous cliquez sur le TI et il y a le sondage qui va apparaître. 3 propositions des commentaires qui m'ont plu, plus une de moi parce que je trouve ça marrant. Peut-être que je l'arrose par contre. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bilan lecture comics du mois de janvier, on est janvier, yes. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, à mettre en commentaire ce que vous avez lu. De très très bonnes lectures en ce mois de janvier. On a un peu de tout, de la VF, de la VO, du super-héros, de l'indé, voilà, on a un peu de tout et ça fait un bon mix, je pense, pour le mois de janvier. Bon, commençons par, on va dire, pas le plus osef, mais le truc, parce qu'il y a du lourd quand même qui arrive, donc le moins hypé. On va dire. Batman, créature de la nuit. Eh ben, je pensais pas aimer autant. C'était super cool. C'est scénarisé par Kurt Busiek et c'est dessiné par John Paul Leon. Faut que j'arrête de l'appeler Jean tout le temps. Je dis Jean-Paul Léon. C'est John Paul Leon, le pauvre. On me l'a recommandé à peu près 1 million de fois en commentaire ou sur Twitter, Insta, machin. Ou quand je l'avais dans ma palle, les gens me demandaient putain, tu le lis quand? Dépêche-toi, machin. C'est bon. Du coup, l'histoire est super cool. Ça laisse un peu une fin ouverte, mais qui en même temps est un peu résolue quand tu y réfléchis. On suit l'histoire d'un jeune homme dans le Boston des années 1960. Qui s'appelle Bruce, pas Bruce Wayne, il s'appelle Bruce Waynesbraith, comme ça, Bruce Wainwright. Et en fait, il lit les comics Batman, et il va vivre plus ou moins ce que Bruce a vécu, c'est-à-dire ses parents vont se faire assassiner, et il va se retrouver orphelin, tout ça. Il va avoir une soif insatiable de vengeance, t'as plein de personnages qui gravitent autour de ce Bruce-là, qui renvoient directement au personnage de Batman. Genre t'as son oncle, qui l'appelle Alfred, alors qu'en fait Alfred, genre c'est les premières lettres de son nom et de son prénom. On a commissaire Gordon, voilà, il y a plein de choses comme ça, et en fait les faits dans l'histoire, c'est qu'il y a un genre de monstre qui va le suivre, le truc sur la couverture là, qui va le suivre et en fait il va se rendre compte avec le temps qu'il arrive à le contrôler, qu'il peut lui parler et que ils ont un lien, ils ont une connexion. Il va s'en servir pour enquêter sur la mort de ses parents, sauf que le monstre, à la différence de Batman, bah lui il tue. Les dessins de John Paul Leon, ils sont insane, autant sur année 1, ça fait très polar en fait, ça fait roman noir un peu, que là le style sur ce comics, il est vachement renouvelé, je trouve. Et je sais qu'il y a des moments quand je l'ai lu, principalement les moments où tu découvres la créature et ils approfondissent les liens entre ce Bruce-là et la créature, tu sais, t'as eu des frissons parce qu'ils te montrent tellement la hype que t'es en mode putain, mais c'est quoi ça? Genre, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un truc qui s'imagine ou pas? T'as vraiment tendance à te dire, bah, c'est les imaginations d'un enfant. En même temps, en te disant ça, tu vois la créature tuer des gens et tu sais qu'il y a des scènes de crime et ces personnes-là sont vraiment mortes en vrai. T'es tout le temps tiraillé entre ces deux pensées-là et c'est vachement habile. J'ai peut-être été un peu déçu de la fin. Parce que je pensais avoir une fin, c'est une fin catégorique. Là, ça laisse une fin plutôt ouverte. Sur le moment, je pense que j'ai été un peu déçu, mais avec le recul, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et faire une vraie fin concrète, c'est un peu arrêter le processus de réflexion, tu vois. Donc je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Donc très très bonne lecture, mais on va dire que c'est un peu osé fiable comparé à ce qui va arriver ensuite. J'ai vraiment le besoin d'inventer des mots dans chaque vidéo, c'est incroyable. Ok, next. Putain, on vient ces éditions, mais qu'est-ce qu'elles sont salissantes par contre. On enchaîne avec le tome 13 de Walking Dead édition Prestige. Walking Dead, genre... Walking Dead. On passe au 13 après un tome 12 qui était totalement, genre, démentiel. Je pense que c'était le meilleur tome de la série jusqu'à présent. Et le 13, bah, on a un peu les retombées de tout ce qui s'y passe. Je pense que c'est la fin de l'arc des chuchoteurs, vu ce qui se passe à la toute fin, je vous spoil pas. Mais en fait, je me sens un peu obligé de faire la comparaison entre le comics et la série, vu que j'ai vu la série avant. Les arcs paraissent tellement plus courts dans le comics que dans la série. Je sais pas si c'est le fait que bah, ils doivent les rallonger dans la série pour que ça tienne des épisodes de 40 minutes. Mais en fait, ça te manque. Tu te dis, merde, c'est déjà la fin. T'as toujours besoin d'en avoir un peu plus. Et en fait, c'est cool parce que au moins tu t'ennuies pas, tu vois. Comme d'hab, c'est la réunion de 2 tomes souples. Dans la première partie, donc le premier tome qui correspond au tome, c'est quoi? C'est le volume 13, donc c'est le tome 25 j'imagine, en souple. On a toutes les retombées de ce qui s'est passé dans le tome 12 vis-à-vis des chuchoteurs, donc la guerre qui est en train de se profiler entre eux. T'as toutes les relations diplomatiques aussi entre Rick et le groupe qui essayent de un peu maintenir l'ordre, même s'il se rend compte qu'à force, bah, il peut plus les tenir parce que vu ce qui s'est passé, Rick a la solution intelligente mais les gens sont impulsifs, encore plus dans un monde comme ça. Negan, c'est juste le boss. Franchement, Kirkman, quand il écrit les lignes de Negan, il doit être plié de rire, j'en peux plus moi. C'est simple, hein. À chaque fois que je lis un tome, il y a au moins 1 ou 2 lignes de Negan que je vous partage en story tellement ça me flingue, vraiment. Mais putain, il est vulgaire, moi j'aime trop, moi ça me fume, vraiment. Après c'est tout le temps les mêmes remarques, tu vois, je vais pas me répéter, mais je peine toujours un peu avec les dessins de Charlie Adlard. Je veux dire, je pense qu'un autre dessinateur aurait été sur la série, ça l'aurait peut-être rendu encore mieux. C'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais j'arrive pas à trouver de vraie qualité au dessin de Charlie Adlard. Dans une époque où t'as des dessinateurs totalement fous, même en indé, pourquoi se contenter de Charlie Adlard? Et lire le comic, ça me fait dire que la série a beau avoir été cool au début, y a plus aucune raison de la regarder, tellement la scénarisation du comics, du matériel de base est 100 fois mieux, quoi. Lycée Walking Dead, vraiment. Et du coup, j'ai calculé pour le nombre de tomes qui devraient rester en édition Prestige, sachant que le tome 33, qui est le dernier, est sorti en souple, ça ferait 3 tomes et demi. Il me reste le 14,
15 et 16 à lire. Donc le 16 qui est encore à paraître, il me semble. Et le 17 sera juste un tome simple. Il n'y a que le tome 33 dessus, vu que ça tombe sur un truc impair. Donc je sais pas ce qu'ils vont mettre dedans. Est-ce qu'ils vont juste mettre le tome 33? Est-ce qu'ils vont rajouter des bonus à la fin? Je sais pas trop. J'en profite pour vous rappeler qu'en ce moment, il y a Walking Dead Deluxe qui sort. Donc il y a la réédition de Walking Dead en couleur, donc en VO, et là on en est au numéro 6 ou 7. Donc en vrai, si vous voulez suivre l'apparition en direct, bah vous pouvez commencer maintenant. Ok, on enchaîne. Alors, pour cette lecture-là, j'aurais une question à vous poser. Quelle claque. Quelle claque. Tu vois, j'ai pas lu beaucoup de Venom dans ma vie. Et je crois que je vais me mettre à en lire beaucoup. Putain mais Donny Cates, quel génie hein. Ah la vache. Donny Cates et Ryan Stegman, c'est incroyable. Juste avant que je vous en parle, du coup, voici la question. J'avais vu un petit thread sur Twitter où en gros les gens résumaient les issues qui s'incorporaient dans le Donny Cates verse. Et il y a plein de trucs, genre Web of Spider-Man, du Silver Surfer, le Thor, tout ça, qui sont inclus dedans et qui sont pas édités dans ces albums-là. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de continuer à acheter ces tomes-là, sachant qu'il n'y a que la série Venom, ou est-ce qu'il faut mieux attendre une édition reliée, un omnibus, VO je parle, hein, un TPB qui va tout réunir? Voilà. S'il vous plaît, donnez-moi votre avis, je sais pas trop. Parce que du coup, j'ai trop envie de lire la suite. Et je me dis, s'il manque pas mal d'issues qui sont en lien, c'est chiant. On retrouve un Eddie Brock, donc qui porte Venom. Un Eddie Brock un peu torturé, il prend des médicaments pour essayer d'occulter l'existence de Venom. Et en fait, tout ça est lié aux origines de Venom, on connaissait pas plus que ça avant. Et en fait, Donny Cates est en train de créer toute une mythologie sur Venom qui est insane. Avec ce monsieur, voilà. Actuellement, il y a l'événement King in Black qui doit tout chambouler. Je suis un peu frustré de pas le lire en direct, mais j'ai pas les bagages pour, donc c'est pas grave. Je sais pas quoi dire, tellement il y a de choses à dire en fait. Que dire, genre les dessins sont cataclysmiques, j'ai envie de dire. C'est absolument magnifique, c'est de toute beauté, c'est tellement juste, enfin tous les synonymes que vous trouverez. Le monsieur dont je vous ai parlé en fait est le roi des symbiotes, je pense on peut dire ça comme ça. Et il apparaît pour récolter tous les symbiotes qui traînent sur Terre pour en gros les incorporer et être plus forts, globalement. J'en dis pas trop volontairement. Ça fait chier, j'ai trop envie de lire la suite, mais je sais pas si dans ces tomes-là c'est le mieux quoi. Les axes de scénarisation sont ultra intelligents, c'est vraiment une histoire géniale. Genre tout est bon, vraiment tout est bon, et je sais pas quoi dire de plus. Tout est bon. Ok, dernière lecture VF, maintenant on va passer au truc qui est le plus frais dans ma tête parce que je l'ai fini il y a genre 2-3 jours. C'est ce gros bébé. L'intégrale 4 de Jeff Jones sur Green Lantern, donc tout l'événement Blackest Night. Quel plaisir. Blackest Night, j'avais dû lire le début, je l'avais pas lu en entier je crois. J'avais dû lire le début il y a très longtemps quand c'était sorti, tu sais, je lisais vite fait en deux spi quand j'allais au Cultura à l'époque. Quel event incroyable. Ça a quand même tiqué tout le long ma haine envers le bordel que sont les Big Two parce que, je le dis tout de suite pour les gens qui n'ont pas lu le Batman de Grant Morrison, vous serez full spoilé dedans. T'as un issue entier je crois, ou en tout cas t'as plusieurs pages, qui sont entièrement consacrés à te résumer ce qui s'est passé dedans et quels impacts ça a eu pour l'événement Blackest Night. Au niveau de l'event en lui-même, tout est scénarisé par Jeff Jones, il me semble, et quasiment tout est dessiné par Doug Mahnke, et quel plaisir. Là, c'est aussi le bilan et la retombée de tout ce qu'on a eu dans les 3 intégrales précédentes, où, depuis la première, en fait, on nous tease qu'il y a une prophétie dans le livre d'Oa, qui fait que la nuit noire va s'abattre, tout ça, qu'il y aura une guerre des corps, et c'est ce qui se passe, en gros, la prophétie se réalise. Et on va voir comment ça va se dérouler, comment ils vont résoudre le truc. L'histoire est globalement super cool, le dessin est très globalement magnifique. J'ai juste un problème. Timecode ici, si vous voulez pas être spoilé, je vous laisse le temps de partir. J'ai juste un problème avec cet event, c'est l'antagoniste principal, donc le méchant, le gros méchant, qui est Necron. Putain, j'ai l'impression qu'on t'a jeté ça, c'est comme un vieux steak sur une poêle quand t'as pas le temps de cuisiner, tu sais. C'est en mode, tiens, c'est le méchant, puis le mec, c'est l'entité de la mort. Il est jamais présenté avant, juste le mec qui sort de la terre comme ça en mode ouais je suis Necron et je vais tous vous tuer. Et à la fin, il part comme ça. En fait le problème c'est qu'il est tellement construit comme une entité super puissante et qu'il apparaît comme un cheveu sur la soupe, il n'y a jamais de teasing de quoi que ce soit. Je trouve ça super dommage. C'est quand même un sacré bébé, il y a 592 pages, quasiment 600 pages, c'est insane. Encore les arguments pour vous dire que ces intégrales là à 28 €, 600 pages, tu fais pas mieux. Le seul défaut de cette édition c'est la reliure. La reliure, tout est collé. C'est pas comme dans un omnibus où t'as la reliure qui va se plier quand t'es genre ouvert au milieu, tu vois. Et très souvent, surtout quand t'es au début à la fin, eh ben tu peux pas ouvrir assez pour tout voir. Et c'est peut-être le seul défaut, c'est que du coup tu perds un peu de l'ouverture, faudrait que je trouve une double page. Typiquement sur ce genre de page, tu peux pas ouvrir plus que ça, tu vois. Et au final, Hal Jordan, il est vraiment coupé en deux. J'aurais envie de vous dire c'est que du détail, mais
quand même, tu perds de l'aisance de lecture, on va dire. En fait, c'est le giga bordel, t'as de l'action constamment, on te fait revenir des personnages, parce que le principe de Blackest Night, c'est qu'en gros, c'est un event, c'est deceased avant l'heure, tu vois, c'est un event où les corps combattent des zombies. En fait, les corps de lanterne sont utilisés, on va te ramener la plupart des héros. En fait, c'est vraiment pour ramener le statu quo, tu vois, c'est vraiment pour refaire vivre des personnages qui sont morts avant. C'est l'éternelle histoire des super-héros, tu vois, ils meurent, ils revivent, ils meurent, ils revivent. C'est supernatural le bordel. Mais pour une fois, je trouve que c'est vachement bien amené. C'est un énorme crossover qui remet quasiment tout à zéro, et c'est vachement bien fait pour une fois, je pense. On a le droit à des doubles pages comme ça, qui sont incroyables. Donc c'est vraiment un super event que je recommande à tout le monde. Faites gaffe avec le run de Grant Morrison, là, tout ce délire-là. C'est un event, donc forcément, ça regroupe toutes les parutions de l'époque, et si vous n'êtes pas à jour, voilà. Je crois que l'édito qui est au début de l'intégrale ne le précise même pas. Donc faites gaffe, juste ça. C'était tout pour la VF, on passe à la VO. Pas beaucoup de VO, mais de la bonne VO. Alors on va commencer avec une surprise. C'est un des trucs que, tu sais, j'achète le numéro 1, et puis je vois ce que c'est, si ça me plaît ou pas. Je connais pas du tout l'histoire, puis je jauge et je vous en parle si j'aime bien. Ah ouais, d'accord. The Pictures of Everything Else. Alors quand je vous en ai parlé, j'ai même cherché sur Google pendant la vidéo. J'ai pas trouvé grand chose comme détail. C'est pas un comics qui a eu beaucoup de pubs. C'est pas un comics dont beaucoup de gens ont parlé. Je vous avais dit qu'il y avait un délire de tableau volé avec Dorian Gray, c'est un peu ça. En fait déjà, il y a un jeu de mots, donc le titre de ça c'est The Pictures of Everything Else, et il y a un jeu de mots en fait avec The Picture of Dorian Gray, qui est un bouquin. Et en fait au niveau de l'histoire, on est dans le Paris des années 1820, 30, tu vois, et en fait tu suis deux mecs qui sont des voleurs de tableaux, des voleurs d'art en fait, qui sont partenaires, pour pas dire à l'époque un couple, et en fait t'entends des rumeurs depuis quelques temps qu'il y a des meurtres assez violents dans Paris. Et en fait l'un des deux, par hasard, et c'est peut-être le seul point un peu bancal de l'histoire, c'est que ces deux mecs là, particulièrement voleurs d'art qui s'y connaissent et tout, vont tomber sur le truc qui fait les meurtres. C'est un gros raccourci quand même, mais bon, il va trouver une maison, il va cuver le long du mur, t'as vu? T'as eu une fin de soirée difficile, et en fait il va regarder par la fenêtre, il va voir une pièce avec plein de tableaux à l'intérieur. Il va voir certains tableaux éventrés, genre déchirés et dégoulinants de trucs rouges. Il va assister à une scène où en gros un mec va rentrer, donc le propriétaire de la maison vraisemblablement, va rentrer dans la pièce et va déchirer un des tableaux. Et ce tableau va aussi dégouliner. Et quelques minutes plus tard, t'as son partenaire qui va venir le voir en panique, en mode « Ah bah je discutais avec un mec et le mec il est mort sur le coup, il s'est fait découper en deux devant moi machin alors qu'il y avait personne, il s'est rien passé. » Tu comprends que les deux sont liés, tu comprends qu'il y a un délire magique, et que potentiellement il est responsable de tous ces meurtres. Au niveau de l'histoire, c'est scénarisé par Dan Waters, et c'est dessiné et colorisé par Kishore Mohan. Les dessins sont magnifiques. Chaque case ressemble littéralement à une peinture en fait, donc on est vraiment dans le thème. Je vous dis, la scénarisation est peut-être un peu rapide, mais en même temps ça permet de pas trop laisser traîner. Au moins dès le premier issues, t'as les tenants et les aboutissants, c'est pas plus mal. Ça change des comics qui te laissent traîner l'histoire pendant 5 issues et t'y comprends toujours rien. Et typiquement pour vous montrer à quoi les scènes un peu explicites ressemblent, il y a un style très particulier, moi j'apprécie beaucoup. C'est un gros coup de cœur, je vais totalement prendre la suite, en plus il y a un issues tous les 1 mois et demi, 2 mois, donc voilà, c'est pas grand chose. Volt, c'est un éditeur sur lequel je vais me pencher un peu plus. Les amis l'antre du couple m'ont conseillé Second Coming, et en fait c'est un truc qui change parce que on est en France, t'as un délire d'art, c'est rafraîchissant on va dire. Il y a 3 variantes à chaque fois, et les 3 sont, en tout cas pour le numéro 1, les 3 sont très stylés, donc il y a du taf qui est fait dessus, c'est cool. Ok, deuxième lecture, c'était peut-être pas une bonne idée de le lire en ce moment. The Resistance. Tiens. Waouh. Donc c'est la version Free Comic Book Day, je vous en ai parlé dans la vidéo achat. Alors je savais pas du tout de quoi ça parlait, pas du tout. En fait j'avais vu la couverture partout à l'époque quand c'était sorti, et j'imagine que parce que j'avais jamais lu d'avis de quelqu'un, bah je m'y étais pas vraiment intéressé. Et depuis j'ai découvert que c'était Awa et que j'aimais beaucoup trop Awa, et du coup bah voilà. Alors en fait il y a un délire de pandémie mondiale. Tu vois comment le monde est en train de brûler dans les flammes de l'enfer, que tout le monde est paniqué, personne sait quoi faire. Les gouvernements prennent des décisions mais eux-mêmes savent pas. Dis donc, ça me rappelle des choses. Et en fait, c'est une maladie, alors j'ai oublié le nom, c'est genre, c'est comme H1N1, c'est des initiales comme ça. XV1N1. Voilà. Il y a 100% de chances de contagion et 95% fatale. Et les 5% qui ne meurent pas n'ont pas envie de rester en vie, quoi. En gros. Donc c'est la fin du monde, clairement. Et en fait, à l'intérieur, on te plante aussi l'idée que t'as des gens qui développent des pouvoirs. T'en sais pas plus que ça, c'est pour ça que j'ai envie de lire la suite, et c'est peut-être pour ça que j'ai acheté les 6 numéros de la série d'un coup. Et en fait, à la lecture, j'ai senti une grosse vibe Heroes, pour ceux qui ont regardé la série. Il y a un délire comme ça de gens qui développent des pouvoirs. The Resistance aussi, c'était le gros coup de Awa, parce que c'est la série qui les a fait connaître, et c'est la série qui a le plus marché de chez eux, quoi. Parce qu'en fait, ils ont sorti les plus grosses cartouches qu'ils avaient. Straczynski et Mac Deodato Jr. La scénarisation, je vous en parle, mais incroyable. L'indé, c'est fabuleux, vraiment. Les dessins sont effrayants, mais dans le sens réaliste.
Donc ce qui est limite plus effrayant que des dessins d'horreur. Tu vois les gens vraiment désespérés, tu vois les pays sur le point de se faire la guerre. Voilà, surtout cette double page qui est très parlante, quoi. Je vous avoue que sur le moment, je m'attendais pas du tout à ça. Et ça m'a un peu retourné la tête. C'est peut-être pas forcément la bonne période pour lire ça, t'as vu ça m'a vraiment saisi, quoi. Et à l'inverse, pour la partie développement de super pouvoir, t'as ce genre de double page où c'est absolument merveilleux. C'est vraiment agréable à regarder, quoi. En fait, t'as toutes ces pages où le monde est en train de brûler, et tu switches sur ce genre de double pages qui sont très reposantes. Donc j'ai vraiment trop hâte de lire la série entière. Et juste, intéressez-vous à Awa. On va en parler pas mal dans la prochaine vidéo achat, donc je vous le dis tout de suite, renseignez-vous si ça vous dit. Oh la vache. Asseyez-vous, prenez votre thé, votre café, votre infusion, votre shaker, j'en sais rien. On va pouvoir en parler en détail. Oh là là. Commençons par le numéro 3. Parce que le 4, je vais m'attarder pas mal. Donc là, c'est le numéro 3 et 4. Pour faire le bilan, dans le numéro 1, on te présente ce qu'est le département, et on te présente en gros à quoi il sert. Dans le numéro 2, on rentre un peu plus dans la vie privée du personnage principal, donc qui est une personne qui rentre, qui est incorporée dans le département un peu malgré elle, et tu suis des trucs qui se sont passés dans sa vie. Et tu sens que ça va avoir des conséquences plus tard. Le numéro 3, il est peut-être le moins intéressant, mais il est important quand même parce que on te montre quel est leur boulot en fait. Et ce qui est très fort avec cette série avec James Tynion de Force, c'est que à chaque fois que tu ouvres un issue, tu sais, tu commences à lire, tu sais que c'est la suite de ce que tu as lu avant, mais tu comprends rien. On va suivre l'histoire d'une nana, où tu comprends avec les pages qu'elle a été au cœur d'une polémique, tout ça, qu'elle est harcelée par les paparazzi, et qu'en fait elle est en train de faire des recherches sur un sujet. Je vous en parle pas plus que ça, volontairement. Et ça rejoint l'idée que elle essaye de faire exploser la vérité, et que le département veut pas trop ça parce que t'as l'idée générale que quand les gens croient fort un truc, le truc devient vrai. Et qu'en fait leur rôle c'est d'endiguer les croyances. Tu vas voir comment les personnes du département vont concrètement intervenir dans la vie de la femme pour calmer le tout. Et putain, qu'est-ce que c'est fort. Mais alors les dessins de Martin Simmons. Mais est-ce qu'on peut appeler ça des dessins déjà? Je vous pose la question. En fait c'est assez fou parce qu'autant tu peux passer sur des trucs genre, voilà, tu sais, des scènes très concrètes, typiquement ça, où tu vois les gens vivre leur vie. Et ça va trancher directement avec des pages totalement transcendantes, genre psychédéliques. Typiquement ça, moi ça me sèche à chaque fois. Et aussi ce qui est cool, c'est que depuis le début, on te tease un antagoniste, une entité on va dire, qui est très abstraite. Tu as des éléments par-ci par-là, tu sais pas vraiment s'ils sont connectés, voilà. Et plus ça va, et plus on te plante la petite graine. Dans les 2 premiers issues, t'as les personnes. Dans le 3, tu vas avoir le nom de l'entité. Dans le 4, tu vas avoir le logo du truc, que tu vas retrouver plusieurs fois dans les issues d'avant. Enfin, l'écriture est trop intelligente. Et alors le 4, les mecs. Waouh, le 4. Le 4, il m'a retourné. C'est dur d'en parler. Et je vais essayer, mais je vous promets rien. Je vais peut-être pas lui rendre honneur parce que c'est un truc qui est vraiment dur à raconter. Déjà, faut retenir que dans chaque issue, t'as tout le temps 2 trucs qui sont entremêlés. T'as une histoire concrète de personnes qui sont suivies, et t'as l'avis des gens du département. Et au final, les deux vont être liés. Déjà, dans l'écriture, on t'endort un peu. Dans le sens où on te raconte une histoire pour te faire croire que c'est le propos principal. Typiquement, là, tu vas commencer et tu vas voir des vidéos de surveillance de 2 mecs qui parlent et tu sais pas pourquoi. Là, pour paraphraser un grand homme qui est Perceval, tu comprends que James Tynion de Force et Martin Simmons, ils en ont gros. Tu comprends. Et je vous en avais parlé dans la vidéo achat, mais je comprends pas qu'Image ou même l'équipe créative ait pas eu de problème avec la justice des fois. Ça parle de complot présidentiel, ça parle de scandales politiques, ça parle de problèmes de justice, enfin... Au-delà des pages qui sont totalement folles et qui te remettent dans l'ambiance complotiste, machin, déjà je pense qu'on peut à peu près tous s'accorder à dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, surtout à l'échelle des sphères politiques, la présidence américaine, tout ça. En fait, tu te sens submergé par l'ignorance. Et tu te sens vulnérable après avoir lu ça. Et je trouve ça fascinant de voir à quel point une histoire sur papier peut te faire sentir comme ça. Il y a le premier TPB qui va sortir, donc je vous en supplie, c'est 9 €, 10 €, 9 € quand tu convertis $-euros. C'est 9 €. S'il vous plaît, lisez-le. Plutôt que d'acheter un énième truc de Spider-Man, tout le monde s'en fout, prenez ça, s'il vous plaît. J'ai pas de part chez Image, mais vraiment, c'est ouf. Faites des recherches quand vous lirez, parce qu'il y a beaucoup de noms de personnes ou de projets ou de scandales qui sont utilisés et que tu connais pas forcément. Donc le bilan, c'est que j'arrête pas de vous dire que le comic book est un média qui permet de faire plein de choses et qui permet pas seulement de raconter des bêtes histoires de super-héros, et là c'est l'exemple parfait. Et bah voilà les mecs, c'était tout pour cette vidéo. Moins de bouquins que d'habitude, mais beaucoup de choses à dire. Je pourrais limite vous parler du truc que je suis en train de lire parce que je l'ai quasiment fini, c'est Undiscovered Country, mais on en parlera dans la prochaine vidéo, qui est une très bonne série, je vous conseille, qui est sortie chez Delcourt récemment. Moi je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout, il y aura une petite vidéo qui va pop dans vos TL mercredi. Soyez au rendez-vous, ça peut potentiellement vous intéresser. Et puis ciao.